Vous C'est bon? m'entendez? Ah oui, on t'entend, j'adore ta voix. Oui, je comprends. Donc on parlait de passionné et on continue Mais parce que ça Ama c'est plus qu'un passionné. Ama, tu as eu combien de vies? 1000 à peu près, c'est ça? Et tu je sais voyages, pas, on parlait d'être sur le on parlait d'être sur le terrain, je crois c'est pas que juste. toi tu es sur le terrain toujours, voilà, tu pars demain au Togo, c'est ça? Chiné, sur C, bah, tu vas nous raconter ton parcours et tout ce que comment est-ce que tu arrives à sublimer la matière qu'on jette et qu'on abandonne, voilà, et qui parcourt un circuit incroyable entre la France et l'Europe. On Bon, t'entend ben pas? alors, déjà, bonsoir à tous. Et je suis. Ah, vous m'entendez pas? Ça y est, c'est bon, c'est bon. On m'entend? Ça Oui, va? oui, oui, oui. Ok. Donc, je suis Ama Ayivi, le fondateur de la marque Marché Noir. Et d'ailleurs, c'est plus qu'une marque. D'ailleurs, c'est plus qu'une marque, c'est plus un mouvement, un art de vivre, en fait. Et cette marque, en fait, tourne autour de pas mal de choses, de la évidemment, et de l'artisanat. Donc, moi, je suis né au Togo, je suis arrivé en France à l'âge de 12 ans. Et comme tu dis, j'ai fait plein de choses, des études de marketing. Après, j'ai travaillé en tant que directeur de casting pendant une dizaine d'années. J'ai eu un restaurant. Donc, voilà, donc j'ai fait pas mal de choses. Après, j'ai atterri au comptoir général à Paris, que tout le monde connaît bien, dont j'étais associé pendant 5-6 ans. Et en fait, moi, j'ai une histoire d'amour avec la fripe, le vintage, enfin seconde main, comme on l'appelle comme on veut. Une vraie histoire d'amour qui dure depuis que j'ai 14-15 ans, en fait. Et je me suis nourri de ça. Et aujourd'hui, c'est devenu un peu mon travail au quotidien, entre autres. Et ça a commencé quand je suis arrivé en France. C'est mon oncle qui m'a élevé, donc je suis venu chez mon oncle ici. Et on habitait aux Puces de Saint-Ouen, à côté des Puces de Saint-Ouen. Donc je pense que c'est comme ça que j'ai aussi eu, enfin, mon goût en tout cas pour la fripe et la seconde main a été nourri, je pense, grâce à ce marché où il y avait plein de trésors à l'époque. Et, et comment dire, petit à petit, moi, je me suis toujours habillé en fait avec de la fripe, du vintage, parce que j'ai toujours voulu avoir mon style. Je voulais pas ressembler aux gens dans la rue, et donc j'ai commencé à chiner petit à petit pour moi. Au fur et à mesure que je chinais pour moi, les gens me demandaient où est-ce que j'ai trouvé ça, où est-ce que tu as trouvé ci, est-ce que je peux en avoir. Je disais toujours non, ce sont des pièces uniques, mais par contre, si tu veux, je peux te chiner des choses. Donc petit à petit, j'ai commencé aussi à faire du marché noir comme ça un peu en fait. Donc, vous m'entendez bien? Oui, 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 on t'entend. Ça coupe un moment. Ok, d'accord. Et donc voilà, en faisant du marché noir petit à petit comme ça, je me suis créé un réseau. Et ce réseau bon, va me servir plus tard parce que après, bon, j'ai fait mes études et je suis devenu directeur de casting. Euh, et j'ai développé vraiment la marque Marché Noir il y a 4 ans, en commençant à installer une boutique sur la médaline du comptoir général. Et en fait, cette boutique, quand j'ai eu l'idée de la monter, cette boutique de fric, quand j'ai eu l'idée de la monter, je me suis dit, pourquoi pas aller me sourcer en fait en Afrique? Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, dans pas mal de pays d'Afrique, en tout cas de l'Ouest, comme le Togo, le Bénin, le Ghana, il y a beaucoup de seconde main qui viennent d'Europe, euh, des États-Unis essentiellement, qui atterrissent là. En fait, la source de ces produits, c'est une bonne partie, ce sont des dons. Les dons qu'on fait à la Croix-Rouge, à Emmaüs et autres aujourd'hui, une partie est revendue à des grossistes en Afrique et aussi en Asie. Donc cette partie qui est revendue aux grossistes en Afrique se retrouve sur les marchés, sur de gros marchés là-bas. Mais le truc, c'est qu'il y a un peu de tout et n'importe quoi. Il y a des manteaux de fourrure, des, euh, des vestes de ski, des vestes en laine, bon. Ce dont on n'a pas besoin, en tout cas,
dans une bonne partie de l'Afrique. Et donc, quand j'ai eu l'idée de monter cette boutique en collaboration avec mes associés du comptoir, je me suis dit, bon, je me suis sourcé pour une première fois chez quelqu'un que tout le monde connaît bien, c'est le stock vintage à Marseille, chez Seb, qui est un ami. Et après, je me suis dit, bon, je sais qu'il y a des marchés de seconde main, de vintage en Afrique. Je vais tester, voir. Et je suis parti au Togo, j'ai été faire un tour et j'ai regardé sur ces marchés, je me suis dit, c'est fou les trésors qu'il y a sur ce marché, mais qu'on en voit en même temps en tant que déchets. Parce que pour être honnête avec vous, c'est quand on voit tout ce qu'on en voit là-bas, c'est en mode déchet, c'est pas en mode identification d'un besoin et ensuite on en voit. On en voit vraiment de tout n'importe quoi. Et après, les gens achètent, on les vend. Voilà, c'est la loi du marché, l'offre et la demande. Mais il y a beaucoup de choses qui finissent ensuite dans les océans, dans les champs, qui sont brûlés, donc qui polluent énormément. Donc moi, je me suis dit, l'idée derrière, c'était, voilà, ok, vous envoyez ça comme déchet, moi, je le ramène comme trésor. Et donc, le déchet, en même temps, derrière, c'est... Parce que ce déchet, en fait, il arrive d'Europe. Quoi, il est jeté en Europe pour arriver en Afrique. D'Europe. Oui. Donc le circuit, il est un peu fou quand on y réfléchit. Oui, parce que l'idée derrière ça, je me suis dit, bon, on l'envoie plutôt que les déchets qu'on envoie, plutôt que qui se retrouvent dans les océans à polluer, etc., etc. Et je vais trier une partie, je vais former des gens que je vais bien payer et je vais ramener ça et les vendre ici pendant les Fashion Week ou pendant des pop-up, etc. Et donc, j'ai mis cette filière où je travaille avec 4 personnes aujourd'hui qui sourcent pour moi, avec qui aussi je travaille quand j'y vais, que je continue de former parce qu'on ne forme pas quelqu'un à avoir un œil comme ça en 4 ans. Et donc oui, c'est important aussi d'avoir ce côté formation parce que, encore une fois, quand on voit là-bas, les gens là-bas n'ont pas besoin de tout ça parce qu'on en voit vraiment de tout, on n'identifie pas avant d'envoyer. Donc, exemple, un bleu de travail complètement déchiqueté, patiné, les gens ne mettent pas ça là-bas. Alors qu'ici, on adore ça. Donc, moi, ce travail, ce déchet, en tout cas, que les Africains, dont les enfants n'ont pas besoin et qui pourrait servir ici, c'est ça que moi, je ramène. Et j'ai construit mon business autour de ça et je fais 2-3 allers-retours par an, voire plutôt 3-4, et je ramène des containers ici. Et dans l'absolu, à la base, en tout cas pour moi, l'idée de m'habiller en vintage et de travailler le vintage, c'était autour du style, avant même au versant recyclage. C'est vrai que, et aujourd'hui, j'utilise le style pour parler aux gens parce que de toute façon, on est conscient qu'un discours, quand il est martelé d'une manière trop scolaire, les gens ne sont pas tellement réceptifs. Mais si on trouve un angle, en tout cas intéressant et joyeux, pour leur parler, ils s'intéressent à quelque chose, en tout cas, ils achètent quelque chose et derrière, ils écoutent le discours. Quand on les intéresse à... Donc moi, à travers le style, j'essaie d'intéresser les gens au discours derrière. Donc, d'où viennent les produits, pourquoi j'ai cette démarche et pourquoi c'est important aujourd'hui et pourquoi utiliser ce qu'on a en tant que ressource aujourd'hui pour s'habiller et pour créer. Donc, c'est tout ce discours-là et passe à travers mon action un peu militant de... Parce que ta démarche, elle permet aussi de créer déchets en trésor. Et effectivement... Ta démarche, elle permet aussi de créer des emplois en Afrique, puisque tu as, on va dire, un atelier là-bas, hein, je crois savoir, où tu oui, c'est ça. Des choses, et puis tu mets aussi en avant des tissus, je pense notamment au Kanté. Voilà, donc là, on parle de savoir-faire artisanal, voilà, avec vraiment, et notamment travailler aussi avec du coton qui vient du Burkina Faso, donc des matières assez nobles. Donc ça participe à tout ton acte, en fait, il participe à tout un écosystème.
Oui, l'important, dans un premier temps, en travaillant avec des gens, les garçons avec lesquels je travaille sur les marchés, c'est important de travailler avec la main-d'œuvre locale, de les former et qu'il y ait une continuité. Que demain, eux-mêmes, par exemple, ils fassent ce business-là de leur côté, qu'ils ne passent pas leur vie à travailler pour moi. Et du coup, c'est vrai que je les paye 2 à 3 fois le SMIC local parce que je sais, voilà, je calcule mes coûts, je sais à combien je peux les revendre. Et c'est important pour moi que, quoi qu'il arrive, qu'ils sentent passer le marché noir dans leur vie. Ça veut dire que demain, il y en a qui ont changé voilà, d'appartement, qui ont pris des appartements plus grands. Et voilà, un qui a mis ses enfants dans une école privée. Voilà, c'est aussi ça que dans leur vie, ils sentent l'évolution. Et ça, pour moi, c'était un point hyper important. Et l'autre version, c'est le travail avec les artisans du Ghana. C'est vrai que je travaille ce tissu qu'on appelle le quinté, qui est tissé à base ou de soie. Et l'idée, voilà, pourquoi je travaille ce tissu et avec les artisans, c'est parce que j'ai toujours été... on m'a toujours demandé de travailler sur des collections à droite à gauche. Je n'ai jamais vraiment été intéressée. Et je me suis toujours dit que le jour où je ferai quelque chose, en tant que collection entre guillemets, parce que je ne suis pas les saisons ni les tailles, etc. Je voulais travailler avec un tissu purement africain et qui avait une histoire qui m'inspirait. Et c'est vrai que l'histoire d'Hervé Quinté, c'était un tissu royal à la base. C'était porté par les rois, par les nobles, avec des codes bien précis qui étaient tissés dans les tissus. Donc tout ce côté-là m'intéressait. Il y avait un côté historique et noble et royal qui m'intéressait déjà, bien avant. Et c'était aussi très mis en avant par le défunt président qu'on a perdu il y a 10-15 jours. Voilà. Et donc, la manière dont il mettait ce tissu en avant, quand il avait des discours à l'ONU, quand il rencontrait la reine d'Angleterre, il mettait son batakali fait avec ce tissu artisanal. Tout ça m'inspirait. Et c'est vrai que j'ai décidé de retourner travailler avec les artisans là-bas. Et pareil, encore une fois, je travaille avec eux et c'est du win-win en fait. L'idée, c'est vraiment, c'est pas d'arriver de dire voilà, moi je veux ci, je veux ça. L'idée, c'est qu'est-ce que vous faites, comment vous le faites, voilà, comment on peut travailler autour de ce tissu pour le ramener ailleurs, pour le ramener en Europe, aux États-Unis, etc. Pour le montrer au monde en fait. L'idée, c'était ça aussi. C'était un tissu voilà, traditionnel, mais derrière, j'avais vraiment envie de le montrer au monde. Et encore une fois, à travers le style. Et c'est vrai que le travail avec les artisans sur la finition, sur le développement de d'autres couleurs, de d'autres dessins, etc., c'était long, mais c'était hyper important encore une fois pour moi, d'arriver, de prendre les compétences et de travailler avec eux main dans la main pour arriver à des produits intéressants et j'ai envie de dire nouveaux. Mais et derrière, en même temps, ça perpétue l'artisanat parce qu'aujourd'hui, même en Afrique, l'Afrique est inondée de produits qui viennent de... Voilà. Et donc, du coup, l'artisanat est en train de mourir petit à petit. C'est important d'arriver à travers des communautés, voilà, de faire remonter ce savoir-faire et que ça perdure un peu, en tout cas, à mon niveau. Et pareil, encore une fois, on parle du travail des enfants et tout ça dans le monde. Et c'est vrai que l'Afrique n'y échappe pas non plus. Donc, c'est vrai qu'un de mes points, c'était de faire en sorte que les communautés avec lesquelles je travaille, je vais les voir, je vais les visiter pour savoir que, voilà, est-ce que ce sont des enfants qui sont retirés des écoles et qui travaillent pour nourrir la famille ou pas. Pour moi, c'était important aussi d'aller voir avec qui je travaille. Et j'y vais, là, je pars demain, comme tu dis, et je fais au Ghana et Côte d'Ivoire. C'est vrai que je vais revoir mes artisans
pour produire et aussi avoir des discussions avec eux comme toujours. En fait. Je pense que c'est important. Ce matin, il y a le mot colon qui a été prononcé, je crois même 2 fois. Et je pense que c'est important d'arrêter d'avoir en tout cas, par le passé et encore aujourd'hui, il y a des choses qui ont été pratiquées en Afrique qui ne sont pas très, très élégantes. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a des savoir-faire qui sont précieux dans certains pays en Afrique et que c'est important et que toi, tu permets de contribuer à la valorisation de tout ça. Et ça, c'est vraiment important parce que ça ne peut pas être que l'exploitation de gens, c'est aussi des tissus, c'est aussi de l'artisanat, c'est éduquer les gens à un moment donné à créer du business. Voilà. Comment est-ce que, tu disais, hein, comment est-ce que derrière toi, ils peuvent complètement récupérer le business, le créer, devenir autonome, quoi. C'est ça, j'ai envie de dire. Et donc tout ça, en fait, marché noir, ça correspond donc tout à un écosystème c'est beaucoup plus qu'une marque. Hein. Oui, oui, voilà, pour moi, c'est vraiment comme si c'est un moment, c'est une idéologie, il y a une idéologie derrière. C'est vrai que ça ne m'intéresse pas de faire des vêtements pour des vêtements. J'ai vraiment envie que les gens comprennent ce que je fais et de les emmener à comprendre ce qu'ils vont acheter aussi. Et aujourd'hui, tu vois, on peut produire, on peut faire ce qu'on veut, on peut gagner de l'argent. Mais au final, la question, c'est bon, est-ce que je me retrouve dans ce que je fais? Est-ce que ça me correspond? Est-ce que, voilà, marcher des autres pour avancer, est-ce que c'est moi? Moi, ça ne me correspond pas. Ça correspond à beaucoup de monde. Je dis toujours que je ne serai jamais riche parce que mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Dans l'absolu, moi, c'est le partage et montrer aux gens les richesses un peu de mon continent, de ce que je fais, de partager. Et c'est vrai que ce que tu fais, ce que je suis venu à Roubaix avec les jeunes avec qui bossent, moi, voilà, ça m'a parlé tout de suite parce qu'on est dans la même démarche, en fait. On est dans la même démarche de partager et de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on a sous la main comme richesse? Qu'est-ce qu'on peut faire avec sans forcément aller encore une fois produire des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes pour rien. Au final, pour que ça soit brûlé, jeté, que ça, voilà, c'est démarche, je pense que c'est aussi pourquoi, quand tu m'as appelé, je pars demain, mais quand tu m'as dit on fait ça, j'ai dit oui, moi je suis partant parce que ce sont des initiatives qu'on ne doit pas arrêter. Et en tout cas, bravo pour ça. Merci Ama, mais on a besoin d'avoir des témoignages. Moi, je pense que les choses changeront avec, avec tous ces échanges qu'on a et les témoignages qu'on a de toutes ces personnes qui sont engagées, comme toi. Et je suis convaincue, l'espoir, je l'ai toujours eu, il ne part pas. Et je ne pense pas qu'il s'éteindra un jour, que les choses vont changer. Elles sont en train, en tout cas, il y a eu un début, en tout cas, effectivement, le Covid, ce n'est pas forcément une époque positive, mais le combat qu'on mène, c'est ça qui va nous mener à l'espoir et peut-être à quelque chose de plus vertueux par la suite. Oui. En plus, ce Covid fait réfléchir. Oui. On le voit aujourd'hui. Donc, comment on fait? On ne peut plus produire. On n'a pas pu produire pendant un an. Mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a sous la main? Et c'est ça, c'est s'emmener à faire deux pas en arrière, se dire oh, ok. On nous a bassiné avec des saisons pendant des décennies. Aujourd'hui, on ne peut pas produire. Qu'est-ce qu'on fait? Saison, pas saison, taille XL jusqu'à triple XL, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on adapte les choses? Est-ce qu'on s'adapte? C'est ça aussi. Je pense que moi, en tout cas, c'est vrai que le Covid, bon, tue des gens, effectivement, mais ça m'a encore emmené à réfléchir encore plus par rapport à mon business, aller encore plus loin par rapport à comment retravailler avec les gens et comment travailler avec d'autres matières encore. C'est cette époque qu'on vit, je pense qu'elle sera bénéfique en tout cas pour pas mal de gens, pour ceux qui auront compris. Malheureusement, pour les abrutis, bon, rien ne changera, mais pour les gens qui auront compris des choses par rapport à ça et qui se sont remis en question, ça va changer pas mal de choses. Exactement, c'est vrai, c'est une histoire d'envie. Ama, je te remercie encore 1000 fois de nous avoir consacré du temps parce que je sais que c'est rush aujourd'hui, c'est la course. Tu penses à moi au Togo?